L'hygiène menstruelle est un sujet qui concerne plus de la moitié de l'humanité. Malheureusement, il reste souvent tabou, surtout en Afrique. En RDC par exemple, 70% de jeunes filles n'ont jamais entendu parler des menstruations avant qu'arrivent leurs premières règles. Et pourtant, la santé menstruelle est un enjeu mondial qui mérite d'être discuté ouvertement, faisant partie intégrante de la vie de la femme, de sa santé et de ses droits sexuels et reproductifs. Espérons que cette émission contribuera à briser ces tabous et à favoriser une meilleure compréhension de ces sujets importants. Vous êtes nombreux à nous suivre sur IJNL TV dans Et si on en parlait, une émission conçue pour répondre à certaines préoccupations au sein de la communauté, tout en apportant des pistes et des solutions à des problématiques concrètes dont font face les hommes en général et les femmes en particulier. En ce qui concerne ce nouveau sujet de l'hygiène menstruelle, parlons-en, nous accueillons une femme qui, en plus d'être au service de la communauté, partage une passion pour la médecine. Elle exerce en tant que médecin généraliste chez Clinique Notre Vie. Pour couronner les tout, elle est celle qui s'exprime agréablement. Et si on en parlait avec Dr Emma Laure. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ça va, on est là en tout cas, en forme. Je vous trouve extrêmement belle et je pense que vous êtes une bonne médecin. On vous le dit souvent, je suis la première à vous le dire. Non, vous n'êtes pas la première, on me le dit souvent. Oh là là, je pensais que j'étais la première. Alors, avant de commencer, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour parler de la santé menstruelle des femmes. Ok. Nous voudrions quand même savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous, quelles sont les qualités d'un bon médecin? Les qualités d'un bon médecin. En ce qui me concerne, un bon médecin, c'est un médecin qui doit être à l'écoute de ses patients, à l'écoute des attentes de ses patients, sur tous les plans. Pas uniquement sur les plans santé, mais aussi sur les plans moral et psychologiques, afin de bien détecter la racine du problème. Donc, nous sommes rassurés, c'est ce que vous faites. Oui. Sans tabou, dans cette émission, nous parlons de règles. Avant tout, qu'est-ce qu'est la menstruation? Et explique-nous un peu le processus et son importance pour les femmes. Avant même de définir la menstruation, il faut d'abord en comprendre, c'est vrai, les mécanismes, l'ensemble des mécanismes par lesquels le système reproducteur de la femme passe afin que les ovaires puissent libérer l'ovule et que celui-ci puisse être fécondé. C'est ce qu'on appelle en tout le cycle menstruel. Et il faut savoir que ce cycle, il est subdivisé en plusieurs phases. Nous avons 3 phases. La phase pré-ovulatoire, si je peux l'appeler ainsi, la phase ovulatoire et la phase post-ovulatoire. La phase pré-ovulatoire, c'est celle qui commence les premiers jours des règles. Donc le jour où vous avez eu vos règles là, déjà commence la phase pré-ovulatoire et celle-ci se termine à la veille de l'ovulation. Vous comprenez déjà que l'ovulation, là on entre déjà dans la phase ovulatoire qui peut durer 12 à 24. À 24 heures, après il va s'en suivre la phase post-ovulatoire. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas dit que l'ovulation intervient au 14e jour. J'aimerais vraiment qu'il y ait une nuance par rapport à cette... Parce que souvent on dit que non, l'ovulation intervient au 14e jour et puis ça amène de confusion dans la vie. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit la phase pré-ovulatoire va du premier jour de règle à la veille de l'ovulation, pas au 14e jour. Maintenant, durant la phase ovulatoire, notre utérus, l'utérus de la femme, a une couche interne et superficielle qui s'épaissit. Donc, elle augmente de volume. Il y a également augmentation du volume des vaisseaux sanguins. Et ça forme une sorte de nid qui va accueillir l'ovule qui a été fécondé. Maintenant, si cet ovule-là n'a pas été fécondé, cet endomètre, là, donc la couche interne, c'est ce qu'on appelle endomètre, il va se désintégrer. L'ovule va également se désintégrer puisqu'il n'a pas été fécondé et va s'éliminer maintenant au niveau des voies vaginales de la femme. L'élimination là va se constituer des muqueuses et du sang qui a été libéré des suite de la désintégration de l'endomètre. Ça, c'est la phase. C'est comme ça, les sangs là que vous voyez, c'est ce qu'on appelle maintenant les règles ou les menstrues. Maintenant, du point de vue importance,
c'est une phase très importante et très capitale dans la vie d'une femme parce que c'est un signe physiologique qui marque en fait l'arrivée à maturité de l'appareil reproducteur sexuel de la femme, donc sa capacité, entre autres, à procréer, à donner de la vie. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces sujets restent réservés. Dites-nous un peu quelle en est la raison, selon vous. Les raisons pour lesquelles le sujet des menstrues et des règles reste encore un tabou, il y a énormément des superstitions, énormément des idées conçues, énormément des projets qui sont vraiment enracinés dans notre propre culture et qui font à ce que ces sujets restent tabous, même parfois dans les domaines médicaux. Même parfois dans les domaines médicaux. Aussi, ça se passe comme et il y a des fois même, et ce n'est pas un sujet qu'on aborde ouvertement, alors que ça devait être fait déjà dès les bas âges, en englobant tous les genres, que ce soit les hommes et les femmes, et tous devraient pouvoir avoir accès à ces informations-là pour permettre à la femme de se sentir elle-même malgré cet aspect-là. Dans quelles circonstances elle a eu ses premières règles et comment elle s'en est prise? Écoutons ces témoignages et on vous retrouve dans un instant. Mie regle ilitokaka ilikuwa usiku, nilikuwa minalala, minalamuka, minakutana tu damu kwa manguo. Je savais pas kama ni vitu gani. Niliogopaka kuona damu. Kufanyia recours kwa mtu. Njoo ni vitu nilikuwa sijui. Sikukuwa informe. Nikiogopa ile boga kiacha sikuzogelea mtu. Nilikuwa naogopa sasa ndambia mtu anaweza kuko vitu nilifanya pas d'éducation kwa ile matière. Alors c'était un peu difficile. Nina doit la massager, bon, des choses comme ça et puis nilikuwa mdogo. C'est vraiment sikukuwa na recours fulani au éducation fulani par rapport à ça. Siku zilipitaka maaffaire ya masimu ndio batu wakikuwa au courant sasa ba grande sœur mama balanzo na mango ishataché avec les trucs nilikuwa navala baki comprendre directement que non mtu aisha pata règle comme ilikuwa kana ni stresser sana vu que ni vitu yenye sijue et puis hakuna wa kuniambia binatokea il faut nijue banavalaka aye sijue tout ça. Après les 6 mois mama kujua sasa njo akeniita j'ai vu mango yako ya détaché iko so shakapata règle mtu pale ushakuwa grande fille mtu anajikomportaka sasa hivi usikuwe na approcher ba garçon des choses comme ça. Najua keni apprendre sasa gisi ya kuvala gisi ya kujikomporter mais ikuwa déjà ishakuwa 6 mois passés. N'est-ce pas choquant, docteur? Oui, c'est très choquant d'apprendre que ce n'est qu'après 6 mois qu'elle aille avoir accès aux informations en rapport avec ce qu'elle vivait tous les jours. Elle ne savait pas à qui en parler. J'imagine qu'elle ne devait pas non plus savoir où, comment et quand se débarrasser des sachets, comme elle a osé le dire, dont elle s'est servée. C'est bizarre, mais quand même, c'est une réalité. C'est une réalité. Je rappelle que je suis sur ce plateau avec Dr Emma Laure et nous sommes en train de parler sur l'hygiène menstruelle, parlons-en. Donc c'est un sujet délicat et on est avec elle pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Vu que déjà l'hygiène menstruelle est abordée, il existe de nombreuses affirmations telles qu'il faut se toucher par le doigt, il faut faire sa toilette intime avec le savon, il faut échanger des serviettes, il faut se laver 3 fois par exemple par jour. Quelles sont les bonnes pratiques de l'hygiène pendant la période de règles? Oui, comme on était en train de le dire, les bonnes pratiques d'abord supposent l'accès aux produits d'absorption du sang menstruel qu'on vouloir changer, qu'on devrait pouvoir changer 3 à 4 fois par jour. Normalement, il est dit de les changer toutes les 4 à 6 heures. On doit avoir accès à l'eau potable et au savon. Les savons, c'est
c'est nettoyer les parties intimes, introduire dans les parties intimes, non. Vous devez avoir accès au savon parce que le savon va vous permettre de nettoyer les mains, parce que vous devez avoir des mains propres afin de pouvoir utiliser vos serviettes et d'échanger les serviettes hygiéniques. Vous devez avoir également accès aux installations sanitaires qui sont propres et sécures, où vous pouvez changer à tout moment vos serviettes hygiéniques. Et l'hygiène suppose également une bonne alimentation pour ne pas tomber dans les carences en fer ou encore dans une anémie, parce que toutes les femmes sont différentes et nous n'avons pas le même flux menstruel chaque mois. Quel genre d'alimentation qu'on peut avoir? Ça peut être quel genre de fruits, quel genre de les légumes, on a les épinards, on a les amarantes, il y a également les choux, les poissons aussi, qu'il faut suffisamment manger pour avoir une bonne réserve de fer et ne pas tomber dans une carence. Dans notre contexte, imaginez toutes ces femmes qui, qu'on les appelle communément cascadeuses ou cascadeuses, quoi, voilà. Maintenant, elles sortent le matin pour revenir le soir. Pensez-vous que ce genre de pratique leur sera utile? Ce genre de pratique doit leur être utile. C'est vrai qu'on a un problème d'installation sanitaire parce qu'on ne dispose pas des toilettes publiques. Mais une fois que vous êtes sorti, vous devez sortir avec vos protections de réserve, parce qu'au moment où il est dit que toutes les 4 à 6 heures, vous devez changer vos protections hygiéniques. Donc, vous devez avoir des protections de réserve. Si vous ne pouvez pas avoir accès à l'eau ou au savon, au moins disposer d'un petit gel hydroalcoolique que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer les mains et changer ainsi vos serviettes dans un endroit où vous vous sentirez quand même en sécurité et en intimité. D'après certaines sources, avant le premier règle, les filles doivent avoir suffisamment de connaissances sur le cycle menstruel et son système et son importance dans le système de reproduction. À quel moment il est impérativement nécessaire d'en parler? J'estime qu'il est impérativement nécessaire de parler du cycle menstruel dès les premiers signes de puberté chez la jeune fille. Donc, du moment où... Là, on voit l'âge de 10 ans ou quel La âge puberté en soi commence entre 8 et 10 ans. Ok. Déjà, dès l'apparition des premiers signes, donc l'apparition des seins, l'apparition des pilosités au niveau des aisselles ou encore au niveau des parties intimes, là déjà, vous devez pouvoir aborder les sujets avec votre fille. Et si possible, ces sujets devaient être abordés même dans la communauté en général, au niveau des églises, à l'école ou bien même au travail. Vous devez pouvoir aborder ces sujets-là en toute liberté. Mais déjà, dès les premiers signes de la puberté, il faudrait en parler. Non, il faudra en parler le premier jour de la puberté. Mais non, une question se me pose, c'est que c'est toujours un tabou, mais on aimerait quand même savoir comment déterminer son cycle mensuel. Comment déterminer son cycle mensuel? Son cycle mensuel et en quoi est-ce que c'est nécessaire pour la femme? Pour déterminer son cycle menstruel, vous devez d'abord connaître combien de jours il est fait en moyenne. Vous devez en connaître les phases par rapport à votre moyenne. Vous devez également connaître les signes parce que, comme je l'ai dit, toutes les femmes sont différentes. Vous devez connaître les signes qui vous sont propres à chaque phase de ces cycles-là. Et c'est important parce que ça vous permet soit de programmer des naissances, soit d'en limiter, soit de ne pas attraper des grossesses que vous n'avez pas désirées. Alors, quels sont ces signes qui sont officiels pour toutes les femmes? Disons, on peut retrouver chez toutes les femmes? Non, on ne peut pas retrouver tous les signes chez toutes les femmes. Il y a des femmes chez qui on ne peut rien avoir. Elle sait seulement que mon cycle est fait de 28 jours. À telle période, je suis censée être en ovulation et après telle date, mes règles sont censées commencer. Tout comme il y a des femmes pour qui ces cycles-là, c'est vraiment une catastrophe. Donc, pendant la phase préovulatoire, elle peut avoir des malaises. Pendant la phase d'ovulation, elle peut avoir des malaises comme des crampes abdominales, des changements d'humeur. Et même pendant les règles, il y en a celles qui sont même parfois hospitalisées, des nausées, des maux de tête, des migraines, elles vomissent. Donc, c'est propre à chaque femme. Il n'y a pas de signes qu'on va généraliser chez tout le monde. Vous êtes censé avoir ces signes durant vos différentes phases du cycle menstruel. Donc, pour celles qui sont encore en phase de puberté, elles ne verront que
Elles vont voir l'écoulement, l'écoulement de ça. c'est leur premier signe. C'est leur premier signe. Quelles sont les étapes maintenant à suivre pour calculer son cycle mensuel afin de réduire les risques de grossesse involontaire? Comme je viens de dire, vous devez d'abord connaître le nombre de jours moyens dont est fait votre cycle, tout en sachant que les jours où vous avez vu vos règles, c'est censé être les premiers jours de votre cycle. Et ce cycle-là prend fin la veille de votre cycle suivant. Maintenant, pour se situer dans les différentes phases, comme je vous ai dit précédemment, vous devez connaître la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase post-ovulatoire. Comment? La phase post-ovulatoire, d'abord, vous devez connaître que cette phase-là dure en général 14 jours chez toutes les femmes, peu importe votre nombre de jours dans les cycles. Cette phase dure 14 jours. Maintenant, pour connaître votre date d'ovulation, vous devez prendre le nombre de jours de votre cycle, moins 14. Là, vous avez éliminé les 14 jours de la phase post-ovulatoire. Non, pardon, répétez un tout petit peu pour qu'elles comprennent. Hein, parce qu'il y a pas mal des affirmations à ce qui concerne ça et comment calculer son cycle mensuel. Je vais commencer par un exemple qui est connu de tout le monde, le cycle de 28 jours. Comme j'ai dit, les premiers jours des règles, c'est les premiers jours du cycle. Et la fin de ces cycles-là, c'est la veille des règles suivantes. Dans un cycle de 28 jours, votre ovulation, par exemple, intervient impérativement le 14e jour, dans un cycle de 28 jours. Les règles vont venir 14 jours après l'ovulation. Quand je dis 14 jours après l'ovulation, c'est pour que toutes les femmes avec des cycles différents puissent se retrouver et savoir que le 14e jour, ce n'est pas le jour de l'ovulation. Les règles interviennent 14 jours après l'ovulation. Donc, quand vous savez déjà que 14 jours après votre ovulation, vous allez avoir, que vos règles sont venues 14 jours après votre ovulation, il vous est plus facile de calculer, de compter le nombre de jours et de connaître votre date précise de l'ovulation. Maintenant, quand vous connaissez déjà votre date précise de l'ovulation, il y a une période fenêtre qu'on appelle la période de fertilité. C'est la période durant laquelle la femme a plus de probabilité de tomber enceinte. Ça intervient toujours dans les 14 jours d'après ou dans les 14 jours d'avant? Avant. Ok. C'est la période durant laquelle la femme a plus de probabilité de tomber enceinte. Donc, pour un cycle de 28 jours, vous savez qu'au 14e jour, vous aurez vos règles. Vous devez prendre 3 jours avant et 2 jours après. 3 jours avant le 14e jour et 2 jours après le 14e jour comme fenêtre de fertilité. On prend ce nombre de jours par rapport au temps de viabilité des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Donc, on suppose que 3 jours avant, c'est avant l'ovulation. Si vous avez eu des rapports non protégés avec votre partenaire, il est probable que le 14e jour, vous puissiez tomber enceinte. Et 2 jours après, parce que comme je vous l'ai dit, l'ovule reste dans les voies génitales 14 à 24 heures. Généralement, l'ovulation prend combien de jours? Avant et après? Généralement, c'est ça. L'ovulation, c'est 12 à 24 heures. Exceptionnellement, ça peut faire 36 heures, mais c'est 12 à 24 heures. L'ovule est viable dans les voies génitales de la femme pendant 12 à 24 heures. Et pour ces affirmations qui disent que non, l'ovulation, c'est 4 jours? Ah non. 2 jours avant et 2 jours après. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est la période de fertilité. Okay. Ce n'est pas ça l'ovulation. C'est la période de fertilité. L'ovulation, c'est un seul jour. 12 à 24 heures et exceptionnellement 36 heures. Mais les 2 jours avant, les 3 jours avant, comme on a l'habitude de le dire dans la communauté, c'est une période de fertilité. Maintenant, vous, en tant que médecin, vu que vous avez dit qu'il existe pas mal de cycles mensuels chez la femme et que tout se joue selon les catégories des femmes, maintenant, comment expliquez-vous la perturbation du cycle mensuel? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent perturber le cycle d'une femme. Donc, parmi eux, on a des causes qui peuvent être organiques, liées à l'appareil de la femme lui-même. On peut avoir des malformations. On peut naître avec des malformations au niveau de notre appareil génital. On peut avoir des excroissances qui peuvent être bénignes ou malignes, telles que les myomes, les polypes. Et au niveau des ovaires, on peut avoir des kystes qui peuvent perturber les cycles d'une femme.
Tout comme on peut avoir des causes qui sont externes à l'appareil reproducteur de la femme, elles peuvent être hormonales. Quand on a trop d'hormones ou pas suffisamment d'hormones, le cycle peut se perturber. L'usage de certains médicaments peut perturber les cycles, comme quoi les méthoclopramide par exemple, ça perturbe les cycles. Les gens qui prennent des stupéfiants, la cocaïne, l'héroïne, tout ça, ça perturbe aussi les cycles. Il y a le stress et l'anxiété qui peut également perturber les cycles d'une femme. Il y a des anomalies génétiques qui sont liées aux chromosomes qui peuvent perturber les cycles d'une femme. Et ces anomalies dans un langage aussi facile, comment est-ce qu'on peut les appeler? Dans un langage facile, parce que là, tout le monde a besoin d'en savoir un peu plus. Hein. Le chromosome dans un langage plus facile, je vais expliquer ça. C'est un peu difficile. Et il y a les causes diététiques, l'alimentation. Les gens qui ne mangent pas suffisamment. Bref, les gens qui souffrent de troubles des comportements alimentaires, les anorexiques, les gens qui ont la boulimie. Donc, tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte que quelqu'un ait des règles trop abondantes, pas suffisamment abondantes, ou qu'il n'y ait pas carrément des règles. Ou encore, elles peuvent être trop longues ou trop courtes, ou on peut avoir des saignements même en dehors des règles à cause de tous ces facteurs. Une interrogation captivante. Est-il possible de tomber enceinte pendant ces règles? Oui, il est possible de tomber enceinte pendant ces règles. Comment vous expliquez? Les cycles de la femme, comme je vous ai dit, est régi par un grand complexe d'hormones. Il y a énormément d'hormones qui interviennent pour réguler les cycles d'une femme. Et une petite anomalie au niveau de ces hormones-là peut dérégler également la phase de l'ovulation de la femme. Il y a des femmes qui peuvent ovuler tout en étant pendant leurs règles. Et donc, si j'ai bien compris, même pendant les règles, on peut faire les rapports sexuels. Oui, il y en a pour qui ce n'est pas un problème. C'est ce que j'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre et ce sont aussi des conceptions. Mais selon un conseil médical, vu que vous êtes médecin, pour vous, je pense le que médecin, c'est pas très pratique parce que vous voyez déjà, c'est du sang. Et les sangs, c'est vraiment un bon milieu de culture où les microbes peuvent parfois très vite se développer. Et si jamais vous êtes dans votre mari ou votre partenaire a des infections cachées, ça c'est vraiment une voie qui peut favoriser leur prolifération. Donc c'est mieux de s'abstenir au début. Comme c'est possible qu'on tombe enceinte pendant les règles, est-il aussi possible ou envisageable de tomber enceinte sans pour autant qu'on ait vu les règles? Pour certaines femmes. Sans pour autant qu'on ait vu les règles. Oui, qu'on ait vu les règles, mais on est quand même enceinte. On a mis au monde, par exemple, aujourd'hui, après une année, on tombe enceinte sans pour autant qu'on ait vraiment passé à toutes ces phases, etc. Oui, c'est possible. Il y a des femmes qui n'ont peut-être, comme vous venez de dire, là, les femmes qui sont tombées enceintes, elle est en train d'allaiter, elle n'a pas eu ses retours de couches et elle entre en ovulation. Si elle a eu des rapports avec son mari, elle va tomber enceinte. Mais comment elle saurait que non, elle était déjà en ovulation, il n'y avait pas ni des règles, il n'y avait pas ni aucun signe en fait? L'ovulation, ça n'apparaît pas comme ça avec des signes. Donc, à part les femmes qui peuvent observer pendant leur phase d'ovulation, les modifications de la glaire, c'est un genre de mucus que la femme sécrète. Pendant l'ovulation, elle devient vraiment transparente, très légère, et un peu comme une colle. Quand vous touchez là comme ça, c'est comme de l'élastique. À part ces signes-là, quand on est par exemple dans une aménorrhée de lactation, c'est difficile de savoir qu'on est en ovulation ou pas. Plusieurs femmes tombent vraiment enceintes après l'accouchement parce qu'ils n'ont pas eu leur retour de couche et ils n'ont pas eu à subir et à connaître tous les phases par lesquelles ils ont l'habitude d'y passer. Quel rôle joue le parent dans le processus de développement du corps de la jeune fille et qu'est-ce que vous leur recommandez? Moi, je leur recommande de vraiment aborder les sujets dès le bas âge et quand on a des enfants de sexe différents, de les faire même avec le D7 au même moment. Cela permet au garçon qui a reçu cette éducation de développer une forme d'empathie et de tolérance par rapport à la jeune fille qu'il pourra retrouver dans cette situation. Et ça permettra à la jeune fille de savoir que c'est un phénomène normal, qui ne doit pas la faire se sentir dévalorisée ou perdre son estime de soi et que ça va passer,
que c'est un signe de sa maturité et de sa condition féminine. En tout cas, c'est ce que je conseillerais aux parents. Ce n'est pas seulement un sujet des femmes, c'est un sujet de tous. Ah, donc ça concerne tout le monde. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pendant que nous parlions de l'hygiène menstruelle par l'OSAN, il est important de souligner que l'hygiène est un sujet qui demeure obscur et tabou dans de nombreux pays comme le nôtre, République démocratique du Congo. Ensemble, brisons ce tabou et mettons des actions en place pour préserver la santé menstruelle des femmes et des jeunes filles. Merci beaucoup à vous, Dr Emma Laure, d'avoir été avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de poser des questions et de liker et de vous abonner sur toutes les plateformes de UJNL TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement.